Le gaz de schiste, cette nouvelle énergie qu'il faut aller chercher des kilomètres sous nos pieds en fracturant la roche avec des risques de pollution. Beaucoup en ont entendu parler pour la première fois le 26 février 2011. Ce jour-là, plus de 10 000 personnes manifestent en Ardèche pour dire non à l'exploration du gaz de schiste. Tout commence fin 2010. L'opinion publique apprend que des permis de recherche ont été signés par Jean-Louis Borloo en toute discrétion, en plein Grenelle de l'environnement. L'alerte est donnée dans le sud de la France par José Bové, qui s'empare du dossier à un an des présidentielles. Le sujet devient politique. On n'est pas du tout dans le fantasme, on est bien dans une réalité. Ce sont des permis de prospection qui ont été octroyés au mois de mars et c'est pour ça que nous nous mobilisons et c'est pour ça que nous demandons l'abrogation. Très vite, l'ampleur de la mobilisation dépasse les milieux écologistes. De l'Ardèche à l'Île-de-France, des centaines de comités voient le jour pour demander l'abrogation des permis. Une psychose alimentée au même moment par Gazland. Dans ce documentaire américain, on découvre des milliers de forages aux États-Unis, des paysages défigurés et de l'eau potable contaminée. Ça s'est déposé au fond. Mais voilà à quoi ressemble notre eau. De la fronde à la psychose, l'État est obligé de réagir. Une loi interdisant la fracturation hydraulique est votée en procédure d'urgence le 13 juillet 2011. La fracturation hydraulique serait une atteinte considérable à l'environnement. Je la refuse. Et tant que je serai là, je la refuserai. D'un côté, les partisans qui mettent en avant les gains économiques. De l'autre, les défenseurs de l'environnement. Le sujet n'en finit pas de faire débat. Le gaz de schiste est-il définitivement enterré en France? La loi votée en 2011 interdit une méthode controversée, la fracturation hydraulique. C'est la seule technique aujourd'hui disponible pour exploiter gaz ou pétrole de schiste. Le schiste est une roche-mère, une roche sédimentaire très perméable, aussi dure que du béton. Pour extraire le gaz piégé à l'intérieur, à près de 3 km de profondeur, il faut forer à la verticale, puis à l'horizontale, et fracturer la roche en injectant dans le sous-sol à très haute pression des tonnes de litres d'eau mêlées à du sable et des additifs chimiques. En faisant cette fracturation hydraulique, qui est une injection donc, de fluide sous pression, on crée des fissures, plutôt que de fractures, d'ailleurs le vrai terme, ça serait plutôt des fissures. Ces fissures, que l'on injecte avec du sable pour les empêcher de se refermer quand on arrête de faire la fracturation hydraulique, vont être des drains artificiels qui vont permettre de produire ces hydrocarbures. Mais quelle différence entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels? Le conventionnel est situé dans ce qu'on appelle le réservoir. Il suffit de forer pour que la matière première remonte. Lorsqu'il faut fracturer le schiste, on parle alors d'hydrocarbures non conventionnels. Pétrole et gaz sont les mêmes dans les deux cas. C'est la façon d'aller les chercher qui les rend conventionnels ou non conventionnels. Avec la loi de 2011, la France devient le seul pays au monde avec la Bulgarie à interdire la fracturation hydraulique. L'article 1, il précise avec on ne peut plus de clarté l'interdiction de la fracturation hydraulique à des fins d'exploitation et d'exploration. Mais le texte comporte d'autres articles. Il prévoit la possibilité de mener des expérimentations à des fins de recherche scientifique sous contrôle de l'État. La loi est très bien faite puisque dans l'article 2, normalement il doit y avoir une commission, donc une commission parlementaire ouverte à toutes les ONG, à beaucoup de personnes, qui devaient être nommées et qui devaient chaque année réunir des experts, voir si on pouvait faire de l'expérimentation, dans quel cadre. Et en plus, chaque année, devait être remis un rapport à l'exécutif et au Parlement pour finalement voir ce qui se faisait à l'extérieur, voir l'évolution de ces méthodes et voir si on finalement pouvait autoriser ou non de la recherche. Or, cette commission n'a jamais été nommée. Une loi qui n'est donc pas totalement appliquée. Seuls des forages d'exploration nous permettraient de connaître réellement les ressources de la France. À partir du moment où la technique est interdite, on ne peut pas aller voir ce que nous avons. Donc on est vraiment dans une situation où non seulement
on se cache la face en quelque sorte, mais on s'est interdit de pouvoir regarder. Ne pas savoir, c'est finalement donner le... On ne sait pas dans quelle direction aller. Est-ce que c'est vraiment un Eldorado ou est-ce que c'est finalement quelque chose finalement sans importance? Sur le papier, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il y aurait près de 80 ans de consommation dans le sol français. Un chiffre que personne n'ose confirmer. Mais qu'en est-il des permis de recherche concernant les hydrocarbures de roche-mère? La loi prévoyait leur abrogation au départ, mais sur les 64 permis d'exploration accordés, seuls 3 ont été abrogés par Nicolas Sarkozy fin 2011. Celui de Montélimar, Villeneuve-de-Berg et Nantes. Une soixantaine de permis sont donc aujourd'hui toujours valables. François Hollande dit sous mon quinquennat, il n'y aura pas d'exploitation des gaz et huiles de schiste, de roche-mère. Mais en même temps, il ne statue pas sur le côté conventionnel ou non conventionnel d'un permis, ce qui entretient encore un flou. Peut-être que ce flou artistique, il est volontairement entretenu, mais nous, on ne l'espère pas, par le gouvernement qui ne statue pas. Et comme ça, pendant ce temps-là, on noie le poisson et finalement, on ne résout rien. Pour beaucoup, une telle ambiguïté met la loi de 2011 en danger. Ces permis toujours en vigueur laisseraient la porte ouverte aux industries pétrolières. La porte, elle n'est pas fermée, elle n'a jamais été fermée. De toute façon, pour les pétroliers, ils ont toujours pensé que c'était juste un petit aléa de l'histoire, mais qu'ils y arriveraient. Bon, ça leur met des bâtons dans les roues, mais ça leur a pas supprimé les roues. Hein. Voilà qui sème le trouble dans les régions concernées. En Seine-et-Marne, près d'une dizaine de permis d'exploration ont été accordés, sans aucune consultation des riverains. Et c'est ce qui a le plus choqué les habitants de ce hameau. Toutes les maisons sont situées à quelques mètres du permis de Château-Thierry. Alors c'est là où doit avoir lieu le forage qui part d'ici jusque là-bas et qui revient là. Le permis a été délivré en 2009 pour 5 ans. Il concerne la prospection de pétrole de schiste dont regorgerait le bassin parisien. La fracturation hydraulique engendre des désagréments qui vont au-delà de notre propre point de vue. Vous avez les propriétés qui sont là, 400 mètres à peu près. Là, ici, vous avez encore plein de propriétés, vous avez des élevages, vous avez les agriculteurs et vous avez l'eau, le problème de l'eau. C'est l'énorme problème de la fracturation hydraulique. Maintenant, ça peut vous paraître étrange qu'on fasse un forage traditionnel pour faire de la recherche traditionnelle. Évidemment qu'on ne va pas être opposé, j'ai une voiture. Tout le monde va le comprendre. Mais ça doit être clair. Si ce n'est pas clair, nous, ça sera non. Sa crainte, que demain des forages d'expérimentation ne s'installent ici pour connaître les réserves du sous-sol. L'ambiguïté vient justement sur la recherche. Avec la recherche, est-ce qu'on peut faire de la fracturation hydraulique? Sur le texte, il laisse apparaître que semble-t-il oui. Quand on a posé les questions aux pétroliers, ils ont dit « Ah non, non, on ne fera pas de fracturation hydraulique. » Même pour la recherche. « Ah non, non, puisque la fracturation hydraulique est interdite. » Oui, mais sur le texte de base, il est bien dit que la recherche, sauf pour la recherche. Vous voyez notre inquiétude et notre malaise? C'est tellement simple de dire les choses avec certitude, pragmatisme et franchise. Là, le problème, c'est qu'on est tout le temps dans le flou. Dans l'est de la France aussi, la loi n'a pas calmé les inquiétudes. Ici, à Corcelles, petit village du Jura, l'entreprise Esso est venue forer dans les années 90. Ce n'était pas pour extraire du pétrole de schiste, mais l'exploitation a pollué l'eau du village d'à côté. Pour quelques dizaines de barils de pétrole conventionnel seulement, insuffisant pour Esso qui a fini par partir. 20 ans plus tard, l'industrie anglaise Celtic Energy obtient un permis sur le même lieu. Nous pensons que s'ils reviennent à l'heure d'aujourd'hui, sur la base des études très poussées quand même qu'Esso a faites, puisque c'était toute une campagne de sismique, c'était toute une campagne de forage, 4 forages quand même pour la seule région du Haut-Bugey, eh bien c'est bien parce qu'il y a sous nos pieds autre chose que du conventionnel et qui les intéresse cette fois-ci économiquement parlant. La société Celtic Energy s'en défend et veut couper court aux rumeurs. Nous avons joint le directeur par téléphone,
c'est le pétrole trouvé par Esso que l'entreprise dit venir chercher. Le prix du baril a triplé, exploité est devenu pour eux aujourd'hui plus rentable. C'est pas vrai à dire que tout le monde c'est contre le projet, que tout le monde manifeste. Il y a les gens qui sont ouverts pour ça aussi. Parce que c'est un projet qui peut apporter beaucoup de bénéfices en termes d'investissement dans les régions. Celtic affirme que le gaz de schiste ne l'intéresse pas, que son projet ne prévoit pas de fracturation hydraulique. Nous étions toujours clairs, ouverts, honnêtes. On dit c'est juste un projet conventionnel. Un document confidentiel de la société dit pourtant le contraire. Sur le rapport destiné aux investisseurs, il est question de très bonnes roches mères, de plusieurs milliards de mètres cubes de ressources non conventionnelles. Il y est même précisé que dans le Jura, la richesse du sous-sol serait proche de celle du nord des États-Unis. Un double discours qui dérange les habitants. Le permis de Celtic reste valide et la mobilisation se poursuit pour demander à l'État de ne pas accorder son renouvellement. Le ministère de l'Environnement garde pour l'instant le silence. Ici, les anciens forages ont laissé un mauvais souvenir. La population craint de voir la région défigurée. Dans une région, on défend une économie locale. Et en fait, il y a des gens qui viennent se planter là, profiter du sous-sol et se sauver une fois qu'ils auront fait assez d'argent en nous laissant avec tous les problèmes qu'il va y avoir derrière, quoi. Alors que nous, on sera battus pendant des années pour faire de l'agriculture bio, pour préserver notre environnement et en 6 mois, tout ça, ça va partir en l'air, quoi. C'est des gens que ça touche aux tripes, quoi. C'est des agriculteurs qui produisent dans le budget des produits de qualité, des gens qui font de l'écotourisme. C'est aussi un tissu économique qui est attaché à ces entreprises locales et avec un développement économique et du territoire. Quelques jours plus tôt, les habitants ont reçu un courrier. 1600 lettres au total, envoyées par un collectif qui prône le dynamisme du plateau d'Hauteville. Aucune signature en bas de la page, le courrier est anonyme et c'est ce qui interpelle ce couple. Envoyer autant de courriers sous enveloppe, nominatif, timbré, photocopier couleur, merci beaucoup. Je sais pas, nos collectifs, ils peuvent pas le faire. Derrière ce courrier, nous on est convaincus qu'il y a la compagnie Celtic Énergie Pétroléum. Voilà. Et elle se sert de personnes sur le terrain pour arriver à ses fins. Ce n'est pas le premier courrier de ce genre. Et à chaque fois, l'argument avancé est le même. Le Jura perd ses industries et ses habitants. Exploiter du pétrole ou du gaz serait la seule solution pour que la région retrouve la croissance. Dans le deuxième courrier, là, c'était clair, ils ont fait l'apologie carrément du pétrole. Du pétrole. Et ils montrent que ça pourrait apporter, c'est une opportunité qui est offerte au plateau. On ne va quand même pas passer à côté. Voilà. Ils disent, par exemple, n'hypothéquons pas notre avenir en restant arc-boutés sur les erreurs du passé. Pouvons-nous raisonnablement, sans recherche, sans études techniques, sans rapport scientifique, sans débat, laisser peut-être passer une chance formidable pour nous? Ils parlent d'une chance formidable, une opportunité qui est offerte au plateau. Donc il ne faut pas la laisser passer. La méthode n'est pas honnête. La méthode n'est pas honnête. Hein? Ce qui montre bien que ce monsieur, s'il veut rester anonyme, c'est que derrière lui, se cachent en l'occurrence les pétroliers qui ne veulent pas se montrer au grand jour. L'opération de persuasion a commencé bien avant auprès des maires. Pendant des mois, Alain Balland a reçu coups de téléphone et mail. 2 épais classeurs renferment 5 ans d'échanges. Les représentants de Celtic ont toujours assuré que les forages pourraient créer de l'emploi et rapporter de l'argent au village. En 2010, par exemple, j'ai un courrier de Celtic qui nous dit que les redevances communales atteindraient 1,82 million d'euros. On est complètement à l'opposé de les 800 000 qu'ils nous avaient annoncés au départ. Les sommes, elles peuvent varier, parce qu'en prévisionnel, on peut dire qu'on va sortir X
milliers de tonnes, 1 million de tonnes sur le gisement, mais on peut se tromper. Un prévisionnel, on lui fait dire ce qu'on veut. Donc annoncer des redevances, c'est complètement farfelu. C'est pour ça qu'on a tous les chiffres. Le maire garde en tête l'expérience passée avec Esso et la pollution des sources d'eau potable. Il réclame depuis des années à Celtic une assurance qui permettrait d'indemniser le village en cas d'accident. Je leur dis, ben, si vous nous polluez nos sources, qu'on soit obligé d'acheter de l'eau, jusqu'à la fin de nos jours, vous nous payez cette eau qu'on achètera. Et là, pas de problème, on peut signer. Bon, on va regarder, et ça a duré, pareil, des mois, des années. On n'a jamais eu un document signé. Les agriculteurs du village ont aussi été approchés. La société leur a proposé de louer leur terrain. Tous ont refusé, car en cas de pollution, c'est le propriétaire qui est responsable. Du côté de Celtic, on affirme que la protection des nappes phréatiques est une priorité. En Europe, ces réglementations, c'est très très fort. Côté environnemental, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour faire un puits en Europe maintenant. L'interdiction en France de la fracturation hydraulique n'aurait donc pas découragé les industries pétrolières. Et l'espoir pour les entreprises pourrait venir du gouvernement. L'ancien ministre de l'économie a longtemps cherché à convaincre le chef de l'État d'avancer sur la recherche de nouvelles techniques. Il n'a jamais fermé la porte. Il faut donc travailler à trouver des techniques parfaitement propres pour avoir une exploitation écologique, c'est-à-dire compatible avec nos standards élevés d'environnement. Même discours du côté de la ministre de l'Environnement. Ségolène Royal dit ne pas être dogmatique sur le sujet. Depuis la loi de 2011, la recherche scientifique est mise en avant pour ouvrir le dossier du gaz de schiste. La loi l'autorise en France, mais elle est trop coûteuse pour les laboratoires publics. Rien n'empêche cependant les compagnies privées d'en faire. Ce qu'ils voudraient, c'est qu'on fasse de la recherche, etc. Pour trouver d'autres techniques, c'est aussi ce que voudrait M. Montebourg, pour trouver d'autres techniques que la fracturation hydraulique. Le problème, c'est que rien n'empêche les pétroliers de le faire. La loi, rien n'empêche de le faire, ils ont le droit de le faire, mais ils n'ont pas envie de le faire, parce que ça coûte plus cher de trouver une autre technique, plutôt que d'attendre et de faire du lobbyisme pour que la loi change. Et puis la France, c'est pas le Qatar. Ils ont affaire, ils font 200 km, ils vont au Royaume-Uni, ils font de la fracturation hydraulique, ils font 2000 km, ils vont en Pologne, ils font de la fracturation hydraulique. Donc ils n'ont aucune raison d'investir dans une technique uniquement pour la France, parce qu'il n'y a pas suffisamment de réserves. Donc ils jouent la montre. La technique alternative la plus aboutie aujourd'hui est celle au fluoropropane. La fracturation est toujours nécessaire, non plus avec de l'eau et des additifs chimiques, mais avec du sable et du propane fluoré pour le rendre non inflammable. L'inconvénient, la technique ne sera pas opérationnelle avant une trentaine d'années. Elle est aussi plus coûteuse, ce qui la rendrait moins rentable. Mais quel que soit le fluide utilisé, fracturer restera indispensable. Selon France Nature Environnement, toute méthode est polluante. Autrement dit, la technique propre n'existe pas. C'est de la sémantique, c'est faire croire aux gens qu'on peut extraire sans polluer, mais on aura toujours des remontées, des éléments qui sont dans le sous-sol, quels que soient les produits qu'on injecte. Comme c'est à très grande profondeur, on va forcément rencontrer des produits qu'on n'a pas en surface, type des métaux lourds, des éléments radioactifs, qui une fois qu'ils sont remontés en surface, il faut les traiter, il faut faire quelque chose avec. Donc il faut aussi mettre en place tout autour du forage le dispositif pour traiter les éléments qui sortent. Au-delà des enjeux écologiques, la question est bien économique. Les États-Unis sont parmi les premiers producteurs mondiaux d'hydrocarbures grâce au schiste et projettent même de devenir exportateurs en 2020. Un miracle économique avec à la clé des emplois, une baisse du prix de l'énergie et un retour de la croissance. Moi j'ai 70 ans, je ne toucherai peut-être jamais ce pactole. Mais mes enfants, mes petits-enfants, eux, certainement oui. Même si l'exploitation n'est pas sans conséquences. En Pennsylvanie, l'eau a été contaminée, à tel point que la société pétrolière a dû livrer de l'eau potable aux habitants. Cette eau était tellement mauvaise, quand ma fille a pris une douche une fois, elle a dû s'allonger sur le sol, elle a cru s'évanouir. Le succès américain fait malgré tout naître des espoirs partout dans le monde.
y compris en France. À l'heure où les caisses de l'État sont vides, ignorer nos ressources est un gâchis pour les industriels du secteur. On importe 98% de notre consommation de gaz, essentiellement de Russie, de Norvège, d'Algérie, du Qatar. Et donc, si on arrivait à exploiter les gaz de schiste en France, ça voudrait dire que tout mètre cube de gaz produit localement, ce serait un mètre cube de gaz que l'on n'importerait pas. Notre facture énergétique coûte chaque année près de 68 milliards d'euros. La part du pétrole est proche de celle du nucléaire, soit 31% de notre consommation énergétique. Le gaz atteint 15% de la consommation et a vu sa part doubler depuis 30 ans. La part des énergies renouvelables s'élève, elle, à 9%. En plus des économies, pour beaucoup, le gaz de schiste est synonyme d'emploi et de compétitivité. Mais privé du marché national, les entreprises françaises comme Total, GDF Suez et Veolia vont produire à l'étranger. On se rend compte que la France a une position majeure dans ce créneau industriel, mais que les entreprises ne sont pas en mesure de développer leur savoir-faire en France, avec les emplois qui s'y attachent, elles le font largement à l'étranger. Un engouement mondial, mais aussi des doutes. Car en Europe, les tarifs de l'énergie dépendent des volumes produits. Et nous ne pouvons pas forer autant qu'aux États-Unis. Dans le Dakota, par exemple, la densité n'atteint pas 4 habitants au kilomètre carré, contre 60 en Ardèche. Sans compter qu'en Europe, le cadre réglementaire est plus strict. Exploiter le gaz de schiste en France aurait ainsi peu d'effet sur le prix de l'énergie. Le marché du gaz européen, c'est un marché plus rigide. On a des contrats de long terme qui nous relient aux pays exportateurs. Ces contrats de long terme indexent le prix du gaz sur le prix du pétrole. Et rien n'indique, en tous les cas, aucune étude scientifique n'a été faite pour montrer qu'un nouvel entrant de gaz, comme du gaz de schiste, pourrait faire baisser les prix du gaz dans ces conditions-là. Le coût d'extraction serait aussi plus important en Europe et serait donc moins rentable. Présenté il y a peu comme l'Eldorado européen, la Pologne n'a finalement pas les ressources de gaz de schiste attendues. Son potentiel a été surévalué. On a bien vu qu'en Pologne, pourquoi Total est parti? Parce que le coût d'extraction est plus cher que le prix du marché. On a vu qu'en Angleterre, le coût d'extraction est au 50 à 100% plus cher qu'aux États-Unis. Et Bloomberg a même conclu que le prix ne baisserait pas au Royaume-Uni. Donc si le prix ne baisse pas, vous n'avez pas de relance de la compétitivité. À l'heure de la crise ukrainienne, l'autre enjeu pour l'Europe est aussi de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. L'exploration du gaz de schiste commence à peine sur le vieux continent, mais déjà des voix s'élèvent pour dire qu'exploiter de façon intensive ne permettrait pas à l'Europe d'être autosuffisante. Une donnée déterminante pour l'avenir du gaz de schiste en France et dans le monde.